était en ébullition. Le développement de l'ingénierie a donné forme aux grands travaux de lutte contre la mer. Et nous nous sentions tous comme des camarades dans la bataille. Dans cette grande bataille pour gagner une terre sur laquelle s'installer et vivre. Si tu donnais un coup de pied à un endroit, l'argent surgissait comme le jet d'une fontaine. Les expéditions des colonies avaient fait plus de riches qu'on ne pouvait l'imaginer. Et les marins, maintenant expérimentés, faisaient progresser la cartographie et l'art de la navigation. Évidemment, tout ça avait amené des coutumes inconnues et des produits exquis que l'on n'avait jamais vus ici. Du jour au lendemain, les marchés s'étaient emplis de pommes de terre, de tomates, de cacao, de tabac et d'ananas. Et crois-moi, au lieu de se méfier de toutes ces nouveautés, les gens envahissaient le port. En quelques années, acquérir des marchandises provenant d'outre-mer était devenu synonyme de distinction. La création de corporations de métiers permit de financer tous les arts. On embellit les maisons, jusqu'alors austères et bien tristes, de frontons triangulaires, décorés selon la caprice des nouveaux riches. On les orna de ces petites briques roses que nous apprécions tant aujourd'hui. Et il n'y avait pas une bonne famille qui ne commandât un portrait à un peintre, si possible très flatteur, montrant en arrière-plan la décoration de la maison et le raffinement de ses occupants. L'imprimerie aidait à ce que de plus en plus de gens lisent et se rendent compte de l'utilité de la culture, et les idées foisonnaient comme jamais. Les personnes curieuses, entreprenantes, que tout intéressait, toutes celles que j'ai rencontrées à cette époque, consacraient à l'étude le meilleur de leur enthousiasme. Un temps béni. Je suis sérieuse. Mais il y avait pourtant quelque chose, comme je t'ai dit, qui me causait une certaine inquiétude, une réticence qui m'empêcha de faire totalement confiance au groupe distingué d'érudits que je fréquentais. Le philosophe, tout attentif qu'il était au savoir nouveau, se montrait excessivement méfiant envers le moindre intérêt pour la tradition. Les autres ne s'en apercevaient pas, ou peut-être que cela leur convenait. Mais moi, qui avais été formée par mon père à l'art de reconnaître les venins et les substances des plantes, je ne pouvais rester indifférente au catalogue de connaissances accumulées par les apothicaires dans les monastères, ou, dans la solitude des forêts, par ces sages misanthropes que l'on appelle les sorciers. Pourquoi le savoir traditionnel le rebutait-il ? Il aimait faire l'inventaire des petites étoiles du ciel, moi, celui des petites herbes du sol. Lui voulait des ailes pour savoir ce qui mouvait les corps célestes. Moi, je préférais avoir les pieds bien plantés dans la terre qui me nourrissait et à laquelle je retournerais. Deux souffles, deux envies différentes. Un jour d'août, la nuit nous surprit dans une discussion animée. On tournait autour de l'idée du dualisme qui le rendrait si célèbre. Le philosophe, répondant à des questions de Dijkstra, un des amis du libraire, affirma catégoriquement que le corps humain était une machine fonctionnant selon des lois mécaniques. La vie elle-même est un pur mécanisme, avait-il expliqué. Il devenait véhément, affirmait qu'il n'était plus possible à notre époque, comme lors des temps obscurs qui nous avaient précédés, de parler de l'âme, car cela ne relevait pas de la raison pure. Il me semble l'entendre encore aujourd'hui, scandant le visage enflammé. En examinant avec attention ce que je suis, je vois que je suis parfaitement capable de feindre que je n'ai aucun corps, et même que le monde n'existe pas. Toutefois, je ne peux pas feindre que je ne suis point. De là, je connais que je suis une substance, et que la nature est constituée, cette substance n'est que de pensée, et que finalement, pour être, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. Cela me faisait rire. Et même, j'étais étonnée que le philosophe se voie comme une substance angélique, qui ne dépendait de rien d'extérieur à son esprit puissant pour se définir. Chimère, comme il m'apparaissait à la fois sûr de lui et puéril dans ces moments-là. Son propre corps
était, selon lui, quelque chose d'accidentel, une coquille dans laquelle son Dieu béni avait déposé avec délicatesse la gloire d'un esprit bien fait. Ou cet homme était un insupportable fat, ou quelqu'un devait l'aider à ramener dans son pauvre corps une imagination qui en avait débordé. Après avoir longuement écouté, je ne pus me contenir davantage, et je lançai brusquement. Pour vous, oui, monsieur, mais pour beaucoup d'entre nous, qui sommes ici, nous ne saurions rien sans ce que nos ancêtres nous ont enseigné, sans les activités que nous partageons chaque jour, qui nous donnent l'assurance d'être en vie, ou, tout au moins, nous la rendent après nous être débarrassés dans l'exercice nécessaire d'introspection que votre méthode prescrit. La plupart de nos semblables, monsieur, ne peuvent même pas penser qu'ils pensent. Et je ne crois pas cependant que, pour une raison aussi minime, ils cessent d'être. Ma voix hésitait, comme si je cachais un secret. J'avais la gorge sèche. De plus, avec votre permission, je ne vois pas pourquoi je devrais me passer de mon corps. Je ne comprends pas ce que c'est qu'être Hélène, si ce n'est traîner la carcasse d'Hélène, endurer ses douleurs ou panser ses blessures. Ces mains, que mangeront les vers de terre, dis-je en levant les bras, sont autant Hélène que la tête qui pense ainsi. Les autres me regardaient avec insistance, et je puis t'assurer que mon corps ressentait, aussi clairement et distinctement que mon âme, le poids de la désapprobation générale. Lui m'a regardé avec douceur. Il faisait montre la plupart du temps de calme et de mesure. Il a parlé sans hésitation. Oui, Hélène, mais imagine qu'un malheureux accident ôte la vie à tes membres. Étendue sur ton lit, tu serais encore Hélène, si bien entendu tu avais conservé ta lucidité d'esprit. La mort, la disparition d'Hélène, ne survient pas avec la détérioration du corps, si souvent altérée chez les personnes âgées ou les malades, mais avec l'annihilation des facultés mentales provoquées par le manque d'air propre dans les poumons. Merci, monsieur, pour votre explication, mais mon ignorance est si grande que je reste confuse. Voulez-vous dire que je continuerai d'être moi, sans éprouver dans mon corps mes émotions ? 20 paires d'yeux se plantèrent sur le philosophe. Un rougissement, que l'on aurait plutôt attendu sur mon visage, gagna le sien, et un tremblement léger et à peine perceptible de sa lèvre supérieure l'humanisa, tandis qu'il poursuivait ses explications. Je ne l'interrompis plus. Nous ne pouvions cesser de nous regarder.